Ce bruit que tu entends, on dirait, n'est-ce pas, un roulement pareil aux prémices d'un séisme. Jamais relaté ni ouï, rien sur lui dans nul récit. Écoute pourtant, écoute-le bien. Il ne cesse de croître depuis que je viens là. Que dit-il? A-t-il quelque sens? Qui parle? Peut-on en comprendre l'avertissement? Pourrais-je un jour déchiffrer cet appel de la terre? Écoute sa voix, notre terre parle, tu le sens, elle nous raconte quelque chose comme faisait ta mère. Le soir, quand tu ne t'endormais pas, elle dit ce qu'elle sait. Quoi? À qui s'adresse-t-elle? Cette entente sourde, je voudrais la partager, mais ne le peux puisqu'elle ne se transmet jamais le long de phrases humaines. Comment mes paroles laisseraient-elles parler sans moi? Le monde sans parole. Puis-je m'effacer assez pour le laisser sonner? Lentement j'avance, je le dis des choses, puis des vifs, des rats, des chacals, des loups, des chiens et des femmes gardiennes. J'ai dit le dit des corps, je dirai celui des arbres. Qui jase de concert? Les choses du monde. Qui parle au total? La biogée soi-même. Je parie que demain, la science avancée tentera de reproduire ces orchestrations de faune et de flore et en publiera les partitions. Entendre et voir la Terre à nouveau. Telle est la proposition qu'avançait Michel Serres dans ce très beau texte issu de Biogée. Si l'on veut nouer un nouveau rapport à la Terre, avant même d'agir et de se mobiliser pour la préserver, avant même d'envisager ce nouveau contrat naturel que Michel Serres envisageait et qui devait nous permettre d'intégrer au pacte social les éléments naturels, il convient peut-être d'abord de se prêter à un exercice plus simple, mais décisif. Prêter l'oreille, ouvrir l'œil. Mettre en mouvement sa sensibilité pourrait apprendre à voir et à entendre cette terre. S'il est vrai, comme Michel Serres, qu'elle n'a jamais cessé de nous parler et de nous adresser des signes, comme Michel Serres le disait, bien avant de nous adresser un signal de détresse, comme aujourd'hui. Mais quel bruit et quel chant fait la terre? Le souffle du vent, le chant des oiseaux, le rugissement des océans, est-il musical ou visuel? Quel regard et quelle histoire nous raconte-t-il? Comment faire voir et parler ce monde sans parole? Faut-il s'effacer pour le laisser sonner, comme dit Michel Serres, ou au contraire mobiliser tous les artifices dont on dispose, toutes les questions qu'il a imprimées en nous pour l'exprimer?
Dans l'extrait que je viens de lire de Michel Serres, il s'en remettait à la science de demain pour reproduire les orchestrations et partitions de faune et de flore. Eh bien, ce soir, c'est à l'art et non à la science, à la musique et au dessin, à la peinture et aux notes que nous avons décidé de nous en remettre pour faire vibrer le chant de la terre. Le saxophoniste Raphaël Imbert, que vous venez d'entendre, et la dessinatrice Catherine Meurice, que vous allez bientôt entendre, ont en effet accepté, et je les en remercie très vivement, de répondre avec leur art aux défis lancés par Michel Serres. Au travers d'un dialogue à la fois esthétique et philosophique, les images que vous allez voir et les improvisations que vous allez entendre, ils vont essayer de nous faire voir et entendre la terre autrement. Pour ce faire, je leur ai demandé de venir avec leurs instruments, avec leur travail, avec leur œuvre, des sons, des mélodies, des dessins, des peintures, et ils vont nous faire voir et entendre, nous expliquer ce qu'ils cherchent à faire voir et entendre. Et comme chez l'un et chez l'autre, la nature est bien plus qu'un décor ou qu'une référence, mais un personnage à part entière, une ressource, ils nous permettront peut-être de déchiffrer cet appel de la terre dont Michel Serres considérait qu'il était vital pour nous de lui prêter à nouveau attention. Alors avant de les entendre ou de les voir, quelques mots sur les intervenants de ce soir. Catherine Meurice, vous êtes dessinatrice de presse et auteure de bande dessinée. Vous avez suivi des études de lettres modernes tout en suivant une formation artistique à l'école d'Estienne et aux arts décoratifs. Et c'est d'ailleurs une marque de fabrique de nombreux de vos albums que de circuler, de déambuler avec votre double, le double de vous-même, entre ces deux univers, celui de la BD et de l'histoire littéraire et philosophique. Membre de la rédaction de Charlie Hebdo de 2005 à 2017, vous avez échappé de justesse à l'assaut de la rédaction par les frères Kouachi le 7 janvier 2015. Vous en avez fait le récit d'ailleurs dans un magnifique album, La légèreté, cette légèreté volée que vous cherchez à retrouver aujourd'hui grâce au dessin. Vous continuez votre collaboration dans la presse, mais vous êtes surtout imposé comme une des figures majeures de la bande dessinée avec des albums comme Mes hommes de lettres, un parcours des grands écrivains français, Le pont des arts sur les rapports entre les peintres et les écrivains. Mais je dirais que vous faites toujours davantage place dans vos derniers albums à la nature, qu'il s'agisse avec Les grands espaces de revisiter la campagne de votre enfance ou avec La jeune fille et la mer, publié récemment, d'explorer le Japon et sa nature. Peindre la nature, c'est sans doute une des ambitions, vous nous l'expliquerez dans un instant. Raphaël Imbert, vous êtes saxophoniste de jazz, compositeur, improvisateur, directeur du conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, mais aussi directeur d'une compagnie, Nice Spirit. Vous avez découvert le saxophone à 15 ans, vous avez passé après le premier prix au Conservatoire de Marseille, et depuis vous n'avez cessé d'essayer d'ouvrir le jazz sur la musique classique, notamment avec votre magnifique album Bach Coltrane, qui instaure un dialogue entre Bach et le saxophoniste, mais aussi avec le blues, Music is my hope, Music is my home, ou plus récemment, Oraison, sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais vous avez aussi écrit un très beau livre, Jazz Suprême, sur les sources spirituelles du jazz. Vous nous l'expliquerez peut-être dans un instant. Vous avez aussi une passion d'entomologiste et vous êtes intéressé, ça nous intéressera davantage encore ce soir, au travail du bioacousticien Bernie Krause, l'auteur du Grand Orchestre des animaux. Et vous nous expliquerez peut-être dans ces pas si les bruits, les brames, les aboiements des animaux sont le début de la musique ou si la musique s'institue en rupture avec le son, le bruit, les cris des animaux. Mais commençons avec vous, Catherine Meurice. Il y a un dessin qui est derrière nous depuis quelque temps. C'est une illustration pour un album que vous avez fait des Fables de La Fontaine, d'une fable de La Fontaine qui s'appelle Le cerf se voyant dans l'eau. C'est quoi ce tableau? Racontez-nous, expliquez-nous, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe dans ce tableau? Qu'est-ce qui se passe dans ce tableau? Eh bien, en effet, c'est l'illustration d'une fable de La Fontaine, mais c'est difficile d'illustrer les fables de La Fontaine après Daumier, Gustave Doré, Picasso, Gustave Moreau, etc. Donc il faut essayer de s'affranchir, de s'échapper, de partir à toutes jambes pour essayer de revenir un peu plus près de la fable. Et pour ce faire, bien sûr, j'ausculte un petit peu le texte de La Fontaine, mais je convoque aussi mes souvenirs, les souvenirs de mes sensations ou de mes émotions. Je crois que je dessine à partir, on dessine, il me semble que les dessinateurs ou les peintres dessinent à partir de leurs émotions. Et en ce qui concerne ce cerf
se regardant dans l'eau. Bien sûr, la fable est illustrée parce que voilà, on voit en effet un cerf qui se mire, mais j'ai voulu, comment dire, oui, quand je dis que j'ai convoqué mes émotions, mes souvenirs, c'est que je me suis souvenue des moments dans mon enfance et dans mon adolescence où j'allais guetter les cerfs et les chevreuils dans la Meuse. J'ai grandi dans les Deux-Sèvres, mais j'avais une grand-mère dans la Meuse, et alors c'était l'aventure dans ces forêts meusiennes, parce qu'on savait qu'on allait rencontrer des animaux, il fallait les guetter. Et en convoquant ce souvenir, eh bien, à la fois il y a les images, bien sûr, il y a aussi les odeurs qui pourraient avoir ces couleurs-là, c'est-à-dire du vert, un vert empire, un vert sombre, d'une sorte d'un vert, voilà, un vert jade ou un crépuscule. C'est tout ça qui se mélange, les odeurs, les sons, et puis on ne voit pas toujours les animaux, bien sûr, quand on va les guetter. On est obligé d'être patient, mais c'est ça aussi qui est très, très intéressant. On ne sait pas si on va être récompensé quand l'animal arrive. C'est une récompense merveilleuse, et bien sûr, quand on est dessinateur, on peut tout de suite être récompensé parce qu'on peut dessiner ce qu'on veut. Donc là, le cerf, si je veux le voir, je le dessine. Et c'est ce que j'ai fait ici. Comment dire, je l'ai isolé, je l'ai dessiné tout petit dans l'image pour peut-être évoquer sa rareté. Voilà, il est là, mais petit. Il pourrait ne pas être là. Il pourrait être fondu. Il pourrait être caché dans les fourrés derrière, dans ces buissons qui se reflètent dans l'étang. Voilà, je pense j'ai vraiment mis dans cette image peut-être plus mes sensations, mes souvenirs que Jean, ce fameux Jean de La Fontaine, pour qui j'ai beaucoup de respect, bien sûr. Ce qui est frappant, je trouve, dans cette fable de La Fontaine, la fable raconte un cerf qui se regarde et qui contemple ces bois qui ne lui servent à rien et qui se plaint de ses jambes frêles qui sont trop faibles. Et c'est une fable un petit peu sur la condition des êtres vivants qui sont toujours en plainte, qui ne sont jamais satisfaits. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous désaxez un petit peu le regard, l'animal est quand même, et même son reflet est assez réduit, c'est un petit personnage, et c'est comme si, à côté de l'animal, toute la nature elle-même se contemplait et se réfléchissait elle-même. Comme si donc il n'y avait pas que nous, notre regard et celui des animaux, ou les animaux porteurs de notre condition et de notre image, mais que la nature elle-même se réfléchissait. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Maintenant que vous le dites, j'ai l'impression d'avoir fait ça, en effet. Non, c'est ce qui est assez formidable quand on a voilà, des interlocuteurs aussi fameux que vous, Martin Legros, mais c'est qu'on se rend compte de ce qu'on a fait, quoi. Vous en parlez très bien. Et, non, mais je plaisante, mais il y a quand même il y a quelque chose de cet ordre. Le dessin, il y a quand même, c'est à la fois travaillé, à la fois inconscient. Il y a quelque chose qui est très maîtrisé, en même temps qui triomphe sur moi. Bon, c'est un drôle de truc, le dessin. Peut-être que la musique, Raphaël nous dira ce qu'il en est, mais maintenant que vous le dites, voilà, en effet, il y a peut-être l'idée que la nature nous dépasse et que voilà, je vais essayer de représenter ça. Et d'ailleurs, le point de vue, là, on a un point de vue un peu surélevé qui n'est pas du tout un point de vue humain. Ça pourrait être le point de vue d'un oiseau, par exemple, ou qui peut-être sur une branche ou qui vole. En tout cas, c'est pas du tout le regard humain. Ouais. J'insiste, peut-être, on peut voir, là, c'est une série, donc, si on regarde les suivants, là, c'est la vache et le bœuf, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Voilà, qui veut se gonfler. Donc c'est tout évidemment le théâtre social dont La Fontaine se moque. Une grenouille qui veut être aussi grosse que le. Mais de nouveau, cette comédie humaine, trop humaine à travers les animaux, vous la situez dans un. J'ai l'impression que chaque fois vous essayez d'ouvrir le spectre par rapport à. Oui, c'est-à-dire que là encore, quand on parle des animaux, c'est le mot rareté qui me vient à l'esprit, encore plus aujourd'hui, puisqu'on sait que le monde sauvage est en train de disparaître, et donc ça devient très rare, mais de voir alors c'est peut-être moins rare de voir un chevreuil, mais ça devient rare de voir un chat sauvage ou une grenouille, surtout une grenouille qui se gonfle comme ça. Mais donc il y a cette idée de rareté et aussi de surprise, c'est-à-dire que quand on se balade dans la nature, si on est un peu attentif, si on cherche à voir la grenouille ou le bœuf, on ne les verra peut-être pas. On va peut-être s'attarder, on va peut-être croiser des iris jaunes, par exemple, et on va les contempler avant même, et peut-être en oubliant même un autre spectacle qui aura lieu plus loin. Et je trouve que les iris ont droit aussi, font partie, valent le détour également, et font partie du spectacle. Alors, oui. Dans le même style, ça j'ai trouvé extraordinaire, c'est le chêne et le roseau.
Et là, moi j'ai été ébloui. D'abord, c'est très très beau, les couleurs sont magnifiques. Merci. Mais c'est surtout, je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a le roseau, il y a le chêne, et vous introduisez un troisième personnage, le vent. Oui, c'est drôle quand vous dites le vent. Moi, je pense au geste. J'ai presque... Bien sûr, c'est le vent. Le vent est présent dans la fable, une fois de plus dans le texte. Mais quand il s'agit de passer à l'action et d'en faire un dessin, c'est le geste. Et je fais ça parce que bon, je suis gauchère. Et pour faire ça, je suis allée de droite à gauche. Vous savez, les gauchers, on est un peu ambidextre. On voit un peu tout en miroir. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous êtes là, Martin. Non, et Raphaël. Non, c'est pas vrai. Non. Donc en fait, voilà, ce vent, c'est le geste. Et c'est 3 coups de pinceau, c'est-à-dire j'humidifie complètement ma page, parce que tout est fait à l'encre ou à la gouache et à la plume, enfin, c'est vraiment du traditionnel. J'humidifie toute la planche avec de l'eau et ensuite je choisis mes couleurs. Donc là, il y a du rose, plusieurs nuances de vert, mais enfin c'est quand même un peu le même vert que je vais décliner. Et je vais faire 3 gestes, 3 coups de pinceau. Et ensuite, je vais laisser la couleur, alors ça c'est maîtrisé, ensuite je laisse la couleur se balader, c'est-à-dire que l'eau va guider un peu la couleur, donc ça je laisse faire. Et il se trouve qu'on a quelques surprises, par exemple la tache sur la droite, qui dessine autre chose, donc c'est comme si le papier était aussi un morceau peut-être de la nature, au départ c'est un arbre, le pauvre d'ailleurs. Et le dessin, le papier vient à son tour, ou l'encre, l'eau viennent dessiner autre chose sans que j'ai plus rien à faire. Et la masse, enfin le feuillage de l'arbre, c'est un mélange entre quelque chose de à la fois très maîtrisé. Je vais presque guider la tâche et je laisse aussi de temps en temps la tâche faire son travail. Raphaël, que fait le bruit du vent? Quel son fait le bruit du vent? C'est déjà de la musique ou pas? C'est déjà de la musique parce que j'ai décidé que c'était de la musique. Ça, c'est le critère. Raphaël Imbert dit que... Voilà. Non, mais c'est... au-delà de la plaisanterie, d'autant que moi je suis gaucher aussi, donc je vous vois là. En fait, on voit tous les deux... Catherine et moi, on voit double, et je suis pas certain que ce soit que à cause du fait qu'on est gaucher, en fait. Mais... Ils ont pris un petit apéritif tous les deux. Pas du tout, je nie totalement Absolument pas. Non, c'est de la musique parce que la musique, c'est un acte culturel et donc social. Vous êtes là, vous êtes dans une salle, on est dans un magnifique théâtre et il suffit que je fasse, par exemple, cet effet-là sur le saxophone qui consiste à souffler, à faire résonner le tube du saxophone sans faire vibrer l'anche, qui est un morceau de roseau d'ailleurs, hein. Donc c'est un morceau de roseau qui d'ailleurs qui a pété pendant ma première improvisation. Donc Martin, vous m'excuserez si je pars 2 secondes dans les coulisses chercher un autre morceau de roseau. Donc c'est le seul petit élément naturel. C'est le roseau qui vibre, qui donne la note. Et si je ne fais pas vibrer le roseau, il n'y a plus que le souffle. Donc je peux faire des effets de vent, de mer. Et j'aime beaucoup, par exemple, dans le cadre... C'est par exemple un très bon moyen... ces effets-là qui sont des effets dits naturels, et je mets plein de guillemets là-dedans, on le verra, on peut imiter la nature, on peut imiter des oiseaux, des tas de choses, c'est dans l'histoire de la musique, c'est assez courant, mais en fait ça a une fonction presque cognitive, c'est-à-dire que par exemple pour terminer une improvisation, alors quand je suis tout seul, parfois j'ai besoin de terminer avec moi-même, parce que je peux continuer comme ça longtemps, donc j'ai des trucs pour terminer une improvisation, mais surtout quand vous êtes plusieurs, vous improvisez, souvent on me dit mais comment vous faites pour improviser? Improviser, c'est pas le problème. Le plus difficile quand on improvise à plusieurs, c'est de s'arrêter d'improviser en fait. C'est de trouver une fin ensemble. Et par exemple, le fait de souffler, d'imiter le vent, très souvent dans les films, dans les histoires, vous avez souvent un souffle, quelque chose qui termine, qui conclut une scène ou ce genre de choses. Dans la musique, c'est pareil. Il suffit de souffler dans le saxophone pour que tout le monde comprenne que c'est la fin et tout le monde va terminer à ce moment-là. Donc en fait, ces effets-là, qui sont des effets naturels, qu'on va plutôt rapprocher de la définition du bruit, d'une certaine manière, en fait, sont des effets musicaux. C'est de la musique, oui, bien sûr. Puis c'est de la musique parce que vous êtes là, en fait, tout bêtement. Je vais pas faire un concert de bruit ce soir. Sinon, vous seriez pas venus, a priori. Et c'est toute la notion, d'ailleurs, c'est toute la problématique de la musique, un art abstrait par définition, qui est que très souvent on dit l'improvisation ça fait peur, ou la musique contemporaine, l'avant-garde, ce genre de choses. Mais en fait, si vous sortez de la logique du j'aime pas,
vous remarquerez qu'il y a énormément d'éléments sonores qui sont de la musique et que vous pouvez interpréter, tout un chacun peut interpréter comme étant de la musique ou le transformer comme de la musique. Déjà, le musicien qui l'interprète, mais surtout, celui qui l'interprète, c'est-à-dire l'auditeur. Vous tous, vous pouvez interpréter ce que vous voulez comme étant de la musique, en fait, vraiment. C'est à partir du moment où vous y mettez une conscience que ça devient de la musique. Parce que la définition, qui était d'ailleurs celle de l'encyclopédie de Diderot et tout ça, qui est dit la musique, c'est l'art de rendre les sons harmonieux, c'est un peu léger en fait. Bah, ça va pas en fait, parce qu'il y a quand même énormément de musiques qui ne sont pas harmonieuses au sens où philosophiquement à l'époque on l'entendait. Les musiciens n'ont pas envie de faire nature et découverte tout le temps en fait. Ils ont besoin aussi de tension, ils ont besoin de parfois de malaise, ils ont besoin parfois de quelque chose qui frotte, de tout ça, et ça fait partie de la musique. Donc au-delà même du sens de ce que on peut entendre par harmonieux, toutes sortes de bruits, d'intentions sonores qui sont donc interprétés par votre cerveau à travers l'organe qu'est l'oreille. Donc là, on pourrait parler exactement de la même chose par rapport à l'œil. Hein. C'est vraiment juste un effet cognitif. Bah, évidemment que c'est de la musique. Vous pouvez aller chercher votre roseau, on continue quelques fables. Donc le roseau casse, c'est vraiment La Fontaine, c'est complètement gouré. Parce que là, il ploie. La Fontaine s'est totalement plantée. Ouais. Ceci étant, si j'avais une hanche en chêne, je pense que je pourrais pas jouer. Donc voilà, donc c'est aussi bête que ça. Mais effectivement, le roseau est très fragile. C'est le petit bout de bois que vous avez là. Et vraiment, alors d'ailleurs, une petite anecdote. Hein, tout ça est entièrement français, cocorico. Hein, Selmer. Non, mais c'est inventé par. Oui. Alors voilà, ça, Martin, qui, comme vous l'avez pu le noter par rapport, ça c'est un élément sonore et musical très important. Ce sont les accents. Et vous aurez remarqué que moi je suis de Marseille, j'ai pas l'accent marseillais, mais vous aurez remarqué que Martin a un léger accent bruxellois. Adolphe Sax, le génie inventeur du saxophone, est comme de très nombreux génies français belges. Donc Martin me le fait souvent rappeler dans ces cas-là. Merci de le rappeler. Et le roseau est aussi un roseau belge qui vient de Hyères en fait. L'immense majorité de la production des anches de roseau viennent du sud de la France en fait. Et ça c'est chez moi pour le coup. C'est pas en Belgique qu'on le fera. Et j'ai du sang belge. Mais c'est vrai, ma grand-mère était belge. Voilà. C'est bon. Il est parti. Vous pouvez rester. Oui. On continue. Non, alors, deuxième partie ici, donc, dans la suite de ces fables, j'avais dit l'importance du fond naturel qui devenait un personnage. Ici, j'ai l'impression que c'est évidemment le corbeau et le renard, il tient son fromage, mais là, c'est comme si le fond était vraiment un fond et que par les couleurs, les animaux, vous aviez voulu les faire exister pleinement, non ? Oui, alors cette image du corbeau et le renard, c'est presque un hommage aux gravures. Je parlais tout à l'heure des grands qui avaient illustré bien avant moi les fables de La Fontaine, Oudry, Jean-Baptiste Oudry, etc. Donc tous ces graveurs ou ces dessinateurs du XVIIe, du XVIIIe, etc., du XIXe. Et là, c'était vraiment un hommage de revenir comme ça au trait, d'imiter en quelque sorte la gravure, parce que ça, c'est pas du tout une gravure, c'est un dessin à la plume. C'était voilà, un clin d'œil à ces œuvres plus anciennes, mais avec ma petite touche. Un peu comme une citation en musique. Mais avec une touche plus cartoonesque, si je puis dire, qui est ma touche personnelle. C'est aussi une façon de rappeler que, en faisant allusion à ces gravures anciennes, c'est une façon d'être romantique. Enfin, c'est une représentation un peu romantique. Avant le 18e ou 19e, la nature était mal considérée. Ensuite, elle est devenue, c'est-à-dire qu'un arbre comme ça, une souche. Avant, c'était moche, et après les romantiques, c'était beau, ça devenait sublime. Et donc le romantisme m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup les peintres qui se rattachent à ce mouvement, et j'en ai parlé dans mes bandes dessinées, notamment les grands espaces, la poétique des ruines, etc., ou la poétique des souches, la poétique des trognes. Et voilà, c'était une façon de convoquer tout ça. Une fois de plus, des choses extrêmement personnelles pour essayer de me détacher, de m'affranchir des Oudry et des Doré, etc. Tout à fait. Alors on continue cette série. Là, il est extraordinaire. C'est donc le héron et la superbe du héron que dénonce. C'est l'homme puissant qui est au-dessus des autres. Ce qui est magnifique, c'est que on rigole du héron et on s'attache énormément aux poissons, qui sont des personnages avec lesquels on a presque envie d'aller discuter, d'aller jouer, comme si vous aviez pris votre parti là. Oui, complètement, bien sûr. Quand on fait une image humoristique, celle-ci est en effet plus humoristique que les précédentes, on est obligé d'être dans l'anthropocentrisme ou pas vraiment si un peu d'anthropomorphisme, parce que le héron a vraiment une attitude de snob, de type hautain.
Mais bien sûr, on est un peu obligé. Enfin, j'ai pas trouvé d'autre solution puisque je ne suis pas poisson. Je suis Verseau, mais on s'en fout. Je ne suis pas poisson, je ne suis pas batracien, je ne suis pas oiseau. Je ne sais pas. Nous savons que les animaux sont intelligents, ont des émotions, etc. Mais on ne sait pas s'ils rient. On sait. Voilà, ce sont des vivants comme nous, mais on les ignore. On les a trop longtemps ignorés. D'ailleurs, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'ils pourraient s'exprimer, est-ce qu'ils peuvent exprimer le dédain, etc. Donc, on est obligé de passer, bien sûr, par des expressions inspirées des humains, et ça crée, j'espère, pas un gag, mais ça crée un petit truc. Et là, ce qui est beau aussi, je trouve, c'est que tous les éléments latéraux adoptent la position du héron. Ils sont tous... Oui, c'est vrai. C'est drôle. Une fois de plus, je m'en étais pas rendu compte. Non, c'est. Alors, il y a deux choses. Il y avait une volonté d'être extrêmement sobre, que le décor soit très sobre pour mettre en valeur l'action, c'est-à-dire ce qui se passe entre les poissons, le regard des poissons, voilà, que le lecteur lui-même regarde au centre de l'image. Et par ailleurs, il y a un trou dans les roseaux parce que le texte vient à cette place-là, donc il faut aussi songer à la place que le pavé de texte va prendre. Si vous voulez, j'ai le truc sous la main. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, il se met là en haut à gauche. Voilà. D'accord. Alors, encore un très très beau. Oui, ça c'est toujours le héron. Ah oui, c'est la suite, c'est cela, hein? C'est la suite, oui, exactement. Et là, il y a des petites grenouilles qui sont en train de batifoler. Là. Ah oui. Non, c'est pas du tout un coït, Martin. C'est juste du rire. D'accord, pardon. Elle s'amuse. Pardon. Oui, on pourrait croire. Mais c'est un livre pour les enfants au départ, donc j'ai fait attention quand même. Pardon. Quoique, ça pourrait être un manuel. Pardon. Et l'escargot, lui, il gagne sur tous les plans. Parce il gagne la couleur, il gagne l'intérêt. Et alors, oui, celui-là est magnifique. C'est une position inverse, c'est-à-dire c'est le renard et les raisins, pas les raisons, comme je l'avais écrit. Le renard et les raisins, c'est une fable inverse de celle du héron, puisque le renard est là, il ne va pas pouvoir, dans la fable, il ne peut pas atteindre les raisins qui sont trop hauts pour lui, et donc il en fait, de toute façon, ces raisins sont verts, ils ne sont pas mûrs, ça ne m'intéresse pas. Et c'est comme si vous aviez voulu lui le mettre le nez dans sa difficulté, puisque vous avez fait des raisins qui sont gorgés de sucre, qui sont tout rouges, et donc vous n'achetez pas son excuse ou son explication. Non, en effet, ce qui m'intéressait dans cette fable, qui est extrêmement courte, c'est quelques vers seulement, j'ai une affection particulière pour le renard, qui est vraiment un animal qui m'accompagne depuis toujours, depuis que je suis petite dans mes dessins, etc. Bon. Et je trouve à la fois élégant, évidemment, on sait que c'est le symbole de la ruse ou de l'humour, il est très beau. Et j'avais simplement envie de dessiner dans cette attitude un peu de gamin qui, vous voyez, je ne vais pas le mimer parce que, vous savez, les dessinateurs, on mime les personnages avant de les dessiner. Je ne vais pas le faire ce soir, mais souvent, on a des petits miroirs sur nos tables à dessin, on se regarde, on est obligé de regarder nos tronches, nos mains, et parfois on se lève. C'est vrai. Oui, parce que si on veut sentir vous voyez, le mouvement, mais on fait je suis ridicule actuellement, mais on fait le mouvement vraiment pour sentir le corps en fait, comment il est, voilà. Et voilà. Donc je crois que cette fable, je l'ai simplement choisie pour dessiner ce petit goupil là qui est vraiment en train de trépigner, qui est un peu, comme diraient les jeunes aujourd'hui, qui a le seum. Je ne sais pas s'il y a des jeunes dans la salle. Oui, il a le seum. J'espère, parce que sinon... Et en effet, et après les raisins, décidément les raisons, les raisins sont pourpres parce que c'est tout simplement une couleur complémentaire du vert. Et c'est là où la peinture prend le dessus, comme je vous avais vu. Voilà, on étudie la fable évidemment pour pas être à côté de la plaque, mais à un moment donné, le dessin et la peinture prennent le pouvoir et on se laisse embarquer. Et donc les raisins se sont retrouvés rouges et non verts. Génial. Raphaël, est-ce que je peux vous demander d'interpréter, moi je serais très fan d'avoir ça en musique. Oh. Il me connaît. Hein.
Bravo. Elle éclate ou pas à la fin? Bah, vous l'avez pas entendu là? Le roseau a encore éclaté. Alors, petite question musicologique à partir de là, justement, à partir de ce qu'on vient d'entendre. Un philosophe contemporain que vous avez entendu ici, pour ceux qui étaient là l'année dernière, Francis Wolff, a écrit un très beau essai philosophique sur la musique en prétendant, il est un des derniers philosophes qui soutient qu'il y a une différence ontologique entre les hommes et les animaux, et en particulier sur le champ de la musique, il considère qu'il n'y a que la musique est proprement humaine, et donc que cet art des sons particuliers, cet art des événements sonores que nous sommes capables de produire, c'est-à-dire ce qu'il appelle du son, de la musique, c'est des événements qui ne renvoient pas justement, qui ne sont pas le signe de choses, d'événements qui sont entendus uniquement pour eux-mêmes. Là, quand vous avez joué, on a entendu à la fois quelque chose comme la grenouille, et puis tout d'un coup, ça devenait de la musique. Pour Francis Wolff, quand ça devient musique, on quitte le monde animal. Je sais que vous êtes un fan de Bernie Krause et de son idée que la nature, les animaux sont en train de produire de la musique en permanence. De quel côté votre cœur balance ? Bien, c'est la grande question. En plus, j'ai le bonheur de bien connaître Francis, vraiment d'apprécier en plus son travail et ce livre particulièrement. Le titre, c'est Pourquoi la musique, hein, il me semble. D'ailleurs, la question, c'est vrai qu'en fait, on se pose pas la question, mais c'est une question essentielle. Pourquoi la musique ? Alors, on a toutes les citations possibles sur sans la musique, la vie serait une erreur, patati patata. Enfin, ceci étant, il y a plein de gens qui vivent sans musique, ou très peu, ou trop de musique sans s'en rendre compte. On en fait l'expérience d'ailleurs en ce moment particulièrement. Vous avez vu à quel point la musique peut devenir du bruit de fond. Parce qu'il y en a partout. On vit une époque où il n'y a jamais eu autant de musique tout le temps dans nos vies. Et moi, le musicien que je suis, trouve ça, même d'un point de vue civilisationnel et perturbation cognitive, absolument terrifiant en fait. La musique veut dire quelque chose. Comme Francis pose la question de pourquoi la musique, c'est qu'elle a une raison d'être, elle a une signification. La musique a un rôle. Et on vous balance en permanence de la musique sans connaître et sans prendre la précaution de savoir à quoi sert la musique et quel rôle, si on en prend trop de musique, comme tout, là, trop de musique tue la musique, et trop de musique tue même la concentration, ce genre de choses. Ça peut être assez terrible. Moi, je suis assez effaré par ça. Mais je suis pas d'accord avec Francis, en l'occurrence. Et évidemment, j'aurais presque envie de dire, juste pour faire le malin, que j'ai une position médiane entre les deux. Mais dans le travail de Krause, comme dans le travail de tous les bioacousticiens, et c'est un travail qui est assez énorme, en ce moment à la Philharmonie de Paris, vous avez une exposition qui s'appelle Musique animale, qui raconte bien ça, mais qui raconte aussi tout le travail de ces gens-là, notamment, alors j'ai oublié son nom, tout d'un coup son nom m'échappe, mais c'est un Français qui fait à peu près le même travail, qui a enregistré tous les oiseaux possibles et imaginables. Le monde ornithologique est un monde musical. Et pour en donner la preuve, ça peut être un peu délicat, parce que c'est une forme d'anthropocentrisme. Prétendre que les oiseaux sont musiciens, est-ce que c'est pas leur donner une fonction et un rôle? Mais c'est pour ça que c'est dommage que Francis passe à côté de ça. Mon Dieu, j'espère qu'il m'entend pas, parce que ça répond d'une certaine manière à pourquoi la musique. Si les oiseaux ont inventé ce langage-là, c'est un vrai langage. Et ce bioacousticien, ce acoustique ornithologue, si j'ose dire, disait, mais vous savez, il y a des mauvais musiciens chez les oiseaux. Il y a des virtuoses et des mauvais
des mauvais musiciens. Et il disait, j'ai l'exemple d'une grive qui toute la journée chantait exactement la même chose, et à bout d'un moment, j'avais envie de devenir un chasseur et lui tirer dessus, quoi. C'était insupportable, alors que d'autres avaient une inventivité. Alors c'est toujours un jeu d'imitation, comme chez les musiciens, d'ailleurs. Hein. Devenir musicien, c'est imiter l'autre. Et petit à petit, on trouve son propre langage. Les oiseaux font la même chose. Alors, le monde ornithologique est quand même très à part. C'est un vrai monde de musiciens. Il y a une construction. Vraiment, c'est-à-dire le musicien que je suis, alors des grands musiciens comme Olivier Messiaen en France, comme Eric Dolphy dans le jazz, se sont entièrement inspirés des oiseaux. Enfin, je veux dire, c'est un monde fascinant pour inspirer le musicien. Et il y a presque un dialogue à faire. Alors moi, j'ai appris le saxophone dans la nature. Moi, j'ai appris, c'est un voisin qui s'est installé dans la campagne aixoise où j'ai grandi. Et un jour, j'entends un son au loin. Moi, à l'époque, j'étais passionné d'ornithologie, d'entomologie, donc j'écoutais plutôt les sons de la nature. Et j'entends un son, c'était un saxophone. Je regarde ça, je le prends, je l'essaye, c'est fabuleux. Vraiment, c'est l'instrument qu'il me fallait. Je tâte mes parents pour en avoir un, et j'ai travaillé le saxophone dans les bois. Et très rapidement, en fait, vous pouvez opérer un dialogue, mais presque réciproque, avec les sons de la nature et particulièrement avec les oiseaux, parce que d'une certaine manière, alors, au début ils s'enfuient, parce que le son d'un saxophone c'est costaud, puis au bout d'un moment il y a une habitude. Vous avez constaté pendant le confinement, c'est le paradis de l'ornithologue, le confinement. Même en ville, les oiseaux avaient repris une place acoustique, et là on se rendait compte à quel point l'intelligence musicale de ces animaux. Alors c'est vraiment particulier au monde des oiseaux, mais vous avez d'autres exemples, le monde des cétacés. Un dialogue comme ça, forcément nous en tant qu'humains, on l'interprète aussi musicalement, c'est normal, mais il y a quand même une dimension de construction sonore, d'environnement sonore et d'imaginaire sonore, en plus de la part d'animaux qui ont quand même on va dire un monde cognitif et cérébral assez développé malgré tout, donc c'est assez étonnant. Alors là où ça devient mystérieux, c'est les insectes. Alors moi qui suis passionné d'entomologie, il y a aussi chez les grillons, alors moi, je suis à Aix et Marseille, donc il y a la cigale. Bon, ça peut devenir assez agaçant, c'est relativement monotone, mais ça a une raison d'être aussi. C'est évidemment un univers du dialogue, de l'échange qui est lié à la répétition. Alors ça, ce qui rend pour moi cet univers-là parfaitement musical, c'est qu'en fait c'est un langage, forcément par définition. Ce que cherchent à faire les insectes quand ils créent un son, c'est à dialoguer avec leurs congénères, ou alors effrayer un prédateur, ou donner le signal d'un danger potentiel. Donc il y a une forme de langage qui est derrière. Qui dit langage dit construction, qui dit construction dit quelque chose qu'on peut tout le monde reconnaître comme étant un langage musical. On dit souvent la musique est le langage universel. Inversons le truc. Quand vous avez une forme de langage qui permet de communiquer par voie sonore, vous avez forcément une dimension musicale. Et c'est là où je suis pas d'accord avec Francis. C'est-à-dire que la musique n'est pas le propre de l'homme, pour le coup. Et puis alors je termine, il y a l'environnement sonore. Vous êtes dans la nature, et ça c'est notre interprétation, mais évidemment que quand vous êtes en forêt, au bord de la mer, dans n'importe quel contexte environnement naturel, vous pouvez l'interpréter évidemment comme un imaginaire musical. On cherche cela quand on se promène dans la nature. C'est les odeurs, c'est le paysage, mais c'est surtout le son. Et vous avez tous remarqué, consciemment ou inconsciemment, qu'une forêt de chênes n'a pas le même son qu'une forêt d'hêtres ou une forêt de pins. Et ça, en fait, on s'en rend compte, ça fait partie de l'élément. On se rend tous compte que le son est complètement différent quand il vient de neiger. Quand la neige est là, tout d'un coup, vous avez un son totalement feutré, le son est transformé. Donc, on est complètement, en fait, au fait et connecté à ces changements sonores. Les animaux aussi, la nature aussi. Donc, en fait, c'est un univers en commun. En fait, ce son-là, cette musique-là, est un univers en commun propre aux hommes, mais aussi aux animaux et à la nature en général. Merci de cette réponse très argumentée et balancée. Alors, Catherine Meurice, prenons maintenant une deuxième série après donc La Fontaine. Voilà, j'avance un petit peu. Voilà, c'est une autre série où j'ai l'impression que on va en voir plusieurs. Donc là, c'est inspiré de votre séjour au Japon, c'est ça ? Oui, ce sont des planches extraites de La jeune femme et la mer. La jeune femme et la mer. Publié l'an dernier. Oui. Voilà, vous êtes peintre ou poète, dit la jeune fille, qui est un peu votre oui, double. C'est ça, c'est un peu mon double. Oui, une dessinatrice française qui arrive au Japon, qui rencontre un peintre japonais. Elle voudrait peindre la nature, sans trop savoir ce que veut dire le mot nature, et lui voudrait peindre une femme, et ils vont cheminer tous les deux dans un paysage japonais un peu onirique, mais pas que. C'est ça. Et voilà, vous vouliez... Et donc je continue, donc il se promène dans ce paysage... Voilà l'ivresse, dit-il,
Et progressivement, c'est ça qui est très très beau, je trouve, dans cette série-là, progressivement, c'est comme si, là, il y a des signes d'humanité, mais c'est des bateaux, c'est des ponts, mais les individus, les humains se sont un peu effacés. On s'ouvre sur une vallée, sur un fleuve, et là, il y a un personnage mythologique presque qui surgit. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est avec des fleurs qui prennent une dimension par la couleur, par la taille, presque aussi grande que les arbres? Et alors là, peut-être lisez-nous, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde... Alors, en fait, où je peux dire deux mots de l'histoire, on a vu en effet les trois personnages principaux, même s'il y en a un quatrième qui est un tanuki, vous savez, ce personnage mythologique là, qui ressemble à un gros raton laveur, là on ne le verra pas sur les images, mais donc il y a cette dessinatrice française, ce peintre japonais, et Nami, qui est une jeune femme japonaise, qui est assez mystérieuse, qui tient une auberge thermale, des bains japonais, voilà, c'est très courant là-bas au Japon, et qui a l'air d'être liée aux éléments, qui semble lire l'avenir dans les étangs, dans les plis d'un étang de la mer, etc. Donc on ne sait pas trop si c'est... Alors ce n'est pas moi, on ne sait pas trop, je laisse le lecteur... Moi, je suis celle qui a les cheveux plats et le grand pif. Enfin, vous mettez pas très à votre avantage. Non, jamais, mais c'est pas le principal. Non. Mais c'est. Je me persécute assez facilement, mais parce que c'est un peu agrippine, un peu. Oui, voilà, c'est le propos, bien sûr, voilà, qui brille, c'est pas la tronche. Cette jeune fille. Et donc cette jeune femme, oui, ça pourrait être à la fois peut-être l'incarnation de la nature ou une femme véritable ou une sorte de voyante. Je laisse le lecteur choisir, mais je laisse le lecteur choisir. Il y a vraiment une histoire, il y a vraiment un scénario et je guide quand même le lecteur, mais je laisse planer un doute. Et en effet, là, c'est une scène, alors c'est aussi la couverture de l'album est très proche de cela, mais c'est une scène où Nami, cette jeune femme, va régulièrement dans un étang qui s'appelle l'étang du miroir, pour revenir au miroir, et elle sent l'arrivée, en l'occurrence, d'un typhon. Il se trouve que voilà, j'ai fait cet album après avoir passé quelques mois au Japon. J'ai fait au moins 2 séjours au typhon, dont 2 séjours au Japon, dont un qui était un séjour au typhon. Il y a eu un typhon en 2019, le typhon Ajibi, qui est passé. Donc j'ai vécu pour la première fois de ma vie ce que c'était, voilà, que le passage d'une énorme tempête dans une contrée qui était prête. C'est-à-dire qu'il y a un principe de précaution assez incroyable au Japon que nous ne connaissons pas du tout en France, où tout est à l'arrêt. Avant, on sait que le typhon va passer tel jour dans telle zone et les avions s'arrêtent, les bateaux s'arrêtent, tout s'arrête. Il y a des haut-parleurs dans les campagnes qui vous disent voilà, les abris sont ici, etc. Enfin, c'est extrêmement réglé en quelque sorte. Et je me suis inspirée aussi de ce phénomène, de ce cataclysme naturel et de comment les gens ressentaient cela pour écrire ce scénario, cette histoire. Ouais. Et donc on voit, oui, on pourrait penser que ce sont des nénuphars au premier plan, ce sont plutôt des lotus. Et ce qui est très beau dans son paysage, dans son regard, c'est qu'on ne sait pas si elle est totalement à l'intérieur d'elle-même ou si elle est en effet en train d'essayer de déchiffrer les signes. Oui, c'est ça. Et en outre, son corps occupe un espace particulier, notamment le ciel. Donc c'est là que je disais qu'on pourrait croire que c'est la nature, on personnifie souvent la nature, ouais, parce qu'elle est à la fois, elle est en effet les pieds dans l'eau, elle regarde l'eau, mais son corps est dans la partie du ciel. Donc pourquoi pas une femme qui recouvrirait, qui nous embrasserait tous, nous humains, quoi. Mais c'est comme aussi si elle nous disait que la nature, ce n'est pas uniquement le spectacle, si beau soit-il, de ces nénuphars, de ces couleurs, mais elle est en nous et il y a une sorte de... C'est pas au dehors uniquement la nature. Oui, exactement. Oui, c'est vrai que dans ce livre, je parle à la fois de la nature en tant que paysage. On pourrait dire en tant que décor, mais c'est pas vraiment ça, en tant qu'environnement, et aussi donc en tant qu'objet de contemplation, qui a inspiré les peintres japonais. Je m'inspire beaucoup d'estampes, je fais beaucoup de citations en fait, de peintres. Donc objet de contemplation, mais aussi sujet en tant que tel. Et c'est vrai que je propose un changement de relation, c'est-à-dire que la nature, il faut qu'elle nous sommes concernés par elle et nous avons à entrer en relation avec elle pour comprendre en gros qui on est et comment on doit vivre. Et c'est un sujet un peu plus actuel, il me semble. Bien sûr, non, c'est ce qui est très très beau dans cette image. Alors, on revient à ça. Vous voulez que je lise? Oui, peut-être, oui.
Oui, les trois personnages se rencontrent à la fin de l'histoire. On va un peu spoiler, hein, mais bon, tant pis. C'est pas grave. Se retrouvent à la fin à l'étang du miroir. Et donc mon personnage interpelle une amie en disant mais si tous les hommes... Oui, alors, mais c'est compliqué parce qu'il faut expliquer la scène d'avant pour comprendre cette page. Ouais. C'est pas possible, Martin. Ouais. Non, c'est pas possible, attendez. Non, alors, je peux résumer en disant que le typhon arrive, dans mon scénario, dans mon histoire, le typhon arrive, le vent se lève... Et donc on imagine que tout va être emporté parce qu'il est question d'une nature bien sûr très belle, etc., mais qui nous domine, qui nous surpasse, et tant mieux d'ailleurs. Elle était là avant nous, elle sera là après nous. Donc ce typhon a tout ravagé. Alors que faire quand une catastrophe arrive? Eh bien je propose le recours à l'art, sauver les choses. Sauver les choses, sauver les paysages vécus, les paysages observés et vécus, ça c'est dans la planche d'après. Et donc Nani lui comment dit, est-ce qu'on peut le sauver? C'est là que le peintre a toute son importance. Il va peindre... Nami, il va peindre les paysages, donc les paysages seront fixés sur une toile. Et mon personnage à moi, il n'a rien dessiné pendant son séjour, mais il a collecté des herbes et sans s'en rendre compte, il a fait un herbier. Et magnifique herbier. Il a fait un herbier, voilà, que j'ai réellement fait quand j'étais au Japon, sans savoir que 3 ans plus tard, je le mettrais dans une bande dessinée. Et donc voilà, il apparaît magnifique. Il apparaît là en extrait. Et en fait, j'avais entendu, au moment où j'ai commencé à écrire cette histoire, j'avais entendu, j'étais tombée sur un article de Marc Janson, je crois, le botaniste qui s'occupe de l'herbier au Muséum d'histoire naturelle de Paris, et qui disait qu'on pouvait retrouver dans les herbiers, donc des plantes séchées, on pouvait retrouver l'ADN des plantes, donc faire renaître des plantes. Donc je me dis, voilà la solution. En cas de catastrophe, l'herbier, voilà, on garde un herbier sous le bras, on a une peinture sous le bras, donc on peut essayer de recréer ou sauver ce qui va disparaître. C'est peut-être ce qui est très beau ici, c'est que c'est peut-être une solution écologique, mais c'est aussi l'artiste qui nous explique comment est-ce que la fabrique de ces dessins, c'est-à-dire on voit, elles sont très belles, ces fleurs séchées, ces fleurs mortes, et puis vous leur donnez vie. Oui, c'est ça, elles s'animent, et à la fois elles vont peut-être disparaître, ou elles vont peut-être aussi tenir le coup. C'est sans doute l'humain, lui, qui va le plus pâtir de ce typhon. Peut-être que les lotus seront toujours là et que l'arbre, qui est non pas un chêne mais un pin, peut-être qu'il ne se brisera pas comme dans la fable de La Fontaine. C'est ça. Ah oui, alors là, c'est toujours une série extraordinaire, je trouve. On est dans un autre univers, mais alors c'est prodigieux parce que de nouveau, c'est une sorte de disparition. C'est comme si vous nous disiez qu'il fallait arrêter de regarder les choses avec nous tout le temps dans le paysage. Et donc il y a ce personnage qui évolue là dans des arbres qui sont déjà dessinés, qui sont magnifiques, et puis tout d'un coup, on peut peut-être raconter, mais je vais aller tout de suite quand même je spoil, mais c'est pas grave, voilà, celle-là est extraordinaire. Il a ton âge, il nous observe. C'est la dernière page de l'album. La dernière page de l'album. Et donc on passe d'une histoire avec des personnages, et puis qui parle, on ne sait même pas, qui dit cette formule. Si on regarde l'image précédente, je représente. Alors c'est l'histoire de mon enfance à la campagne dans les Deux-Sèvres, et donc c'est moi là, avec mon père qui me fait remarquer. Donc mes parents ont retapé une vieille ferme dans les années 90, donc j'ai grandi dans un chantier, dans une vieille baraque, donc j'étais très tôt sensible aux vieilles pierres, aux arbres qu'on doit regarder pousser patiemment. Et sur le terrain, mon père m'avait raconté il y a quelques années, il y a longtemps, que tous les ormes dans la région mouraient de maladie, tous. Tous les ormes ont disparu. Quand on est arrivé dans cette vieille baraque, les gens du coin nous disaient avant, il y avait des allées entières d'ormes, ici, il y avait des ormes. Et c'est fini. Là, en ce moment, je crois que c'est les marronniers ou les châtaigniers qui sont en train de crever. Mais, donc, les ormes ont disparu. Et au moment où je faisais cette bande dessinée qui s'appelle Les Grands Espaces, que j'ai publiée en 2018, au moment où j'écrivais, mon père me dit tiens, mais au fait, j'ai un truc à te voir. Enfin, je suis en train de lire ce qu'il y a dans les bulles, mais c'est la vérité. Mon père me dit tiens, j'ai un truc à te montrer. Il y a un arbre derrière le pré, là. C'est un orme. Et je lui dis mais c'est pas possible, ils sont tous morts de maladie. Et il me dit non, on ne sait pas pourquoi il est là, c'est mystérieux. Voilà, oui, donc mon personnage dit mais tu disais qu'il n'y avait plus aucun orme dans la région. Et mon père répond mais c'est toujours vrai. Et pourtant il est là. Pourquoi mystère? Vu la taille de son tronc, il a largement plus de 30 ans.
Et la page d'après, donc c'est toujours mon père qui dit « Il a ton âge, il nous observe ». Mais il est quasiment, il occupe la position de Dieu, quasiment votre père là. Hein. Il est dans le ciel. Non, je dirais plutôt que c'est l'orme qui a la position de... Non, parce que « Il a ton âge, il nous observe ». C'est l'orme qui nous observe, donc c'est l'orme qui finit l'album et non pas l'humain. Et quand vous disiez tout à l'heure que j'essaie de faire disparaître les personnages dans la nature, c'est parce qu'il faudrait effacer ce nous. Ce nous, moi, me fatigue. Enfin, l'anthropocène me fatigue. J'en peux plus de nous. Raphaël, vous parliez de la musique qui est présente partout. Nous sommes présents partout. Je trouve qu'on est, on est saturé de nous-mêmes. Et c'est vrai que dans mes dessins, souvent, j'essaie de gommer les humains pour renouveler un peu le regard et puis respirer un peu, quoi. Regarder autre chose qui mérite vraiment notre attention, qu'on a oublié de regarder. La nature, les arbres, les feuilles, les oiseaux, on a oublié d'écouter. C'est ça. Mais là, vraiment, bon, on ne peut pas suivre toute l'histoire parce que c'est vrai que quand on passe de là, de cette balade, elle a un air un peu... C'est la couverture de l'album. Voilà, et on a l'impression qu'elle est dans ses pensées, qu'elle n'y est pas. Et puis progressivement, on rentre dedans. Il y a toute l'histoire où elle suit à travers Zola la plantation. Elle considère que Zola a décrit des choses qui n'existent pas. Oui, la littérature, je mélange littérature et peinture et jardinage et forêt dans cet album. Et là, c'est une petite anecdote, je vais faire très court. Mais en gros, je lis La faute de l'abbé Mouret, qui est ce roman de Zola qui parle d'un jardin luxuriant, le paradou vraiment. Et donc, je cite des passages. Il y a les ancolies qui fleurissent, et les roses, et les jacinthes, et les tournesols, et les violettes. Et c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et donc, je me dessine enfant à dire, voilà, c'est merveilleux, La faute de l'abbé Mouret. Et le personnage de ma mère arrive en disant, mais non, c'est n'importe quoi. Zola écrit n'importe quoi. Les roses ne fleurissent pas en même temps que les violettes. Et les tournesols, ça vient beaucoup plus tard. C'est pas possible. Enfin, et donc, et la fin, c'est que mon personnage se demande si tu crois que Zola a mis de l'engrais. et donc, tout ça pour dire que, bien sûr, je me moque de Zola, mais c'est aussi pour dire qu'en littérature, c'est la liberté. C'est comme dans le dessin. Oui. On peut faire planter tout ce qu'on veut, tout peut fleurir en même temps. Dans la réalité, c'est une autre affaire. Mais... Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée que nous nous rapportons aux arbres, aux fleurs? Nous avons besoin du langage, de la culture, des œuvres de Zola pour nous initier à cela, mais qu'en même temps, c'est ce qui nous empêche d'entrer en contact et qu'à un moment donné, il faut mettre tout ça de côté et juste regarder. Mais est-ce qu'il faut mettre tout ça de côté? Peut-être pas, parce que si on revient aux pages sur Zola, je ne sais pas si on peut bien lire, mais ce qui est assez merveilleux dans ces pages de l'abbé Mouret, La faute de l'abbé Mouret, c'est qu'il cite le nom des fleurs, qui sont des noms extraordinaires, qu'on n'utilise jamais, à part bien sûr les botanistes. Je crois que c'est la page d'avant. Les acanthes, c'est peut-être commun, mais les asphodèles, peut-être que vous connaissez bien sûr ces plantes, mais le fenouil géant, bon, ça on connaît, mais j'ai pas cité bien sûr tous les noms, mais c'est extraordinaire ces noms, mais on pourrait dire la même chose des noms d'oiseaux. Enfin, on connaît bien sûr le moineau, la grive musicienne, et ça je trouve que c'est intéressant quand même de revenir au terme exact, parce qu'on est émerveillé par ces mots. Et quand on est émerveillé, on est sensible, donc peut-être qu'on peut prendre plus soin de cette nature réelle. Donc on peut peut-être mettre la littérature un peu de côté, mais pas complètement. Je crois que les tout se complètent. D'accord. Raphaël, est-ce qu'il n'y a pas la même chose en musique? C'est-à-dire, à la fois, il faut savoir ce que c'est qu'une partition, ce que c'est qu'un accord, mais après tout, à un moment donné, il faut mettre tout ça de côté pour aller au-delà. Oui, pour entendre et faire entendre. Ouais. Évidemment, c'est tout l'enjeu. C'était toutes les questions qui me taraudent, moi, particulièrement depuis que je dirige un conservatoire. Donc j'ai quand même des centaines et des centaines d'élèves qui font du solfège, qui apprennent, qui font toutes les choses bien et tout ça. Et à la fin de leurs études, quand ils commencent à vouloir devenir vraiment musiciens, on leur dit maintenant vous oubliez tout, quoi. C'est très dur pour eux. Oui, surtout que vous m'avez expliqué que vous êtes arrivé au Conservatoire de Marseille, au conservatoire où on commence régulièrement par le solfège, qui a de plus rébarbatif, le théorique, et puis peut-être on va prendre un instrument, où vous avez dit, allez, on met tout ça de côté, on prend un instrument et on y va. Et c'est ce que j'ai fait, moi.
Enfin, moi, je suis autodidacte, hein, j'ai jamais pris un cours de saxophone de ma vie et je suis tombé dessus, ou plutôt c'est l'inverse, peut-être le saxophone qui m'est tombé dessus. Et en fait, le problème que l'on a, c'est la vision que vous avez, Martin, et je ne la remets pas en cause, mais elle est pour le coup très, très occidentale, parce qu'en fait, il y a énormément, la plupart des cultures musicales dans le monde se passent dans la pratique. D'une certaine manière, on est les seuls à imaginer qu'on va apprendre à écrire avant de savoir parler, en fait. C'est ce qu'on fait en musique, en fait, en règle générale. Donc, malgré tout, il y a un aspect de quoi qu'il arrive, quelle que soit la culture dans laquelle vous vous inscrivez, vous avez toujours un aspect de connaissance, d'apprentissage et à un moment donné de dépassement. Dans le sujet qui moi m'intéresse, notamment sur le rapport au spirituel, il y a aussi il y a aussi une idée presque environnementale ou en tout cas cosmologique ou cosmogonique de ce point de vue-là. C'est-à-dire que par exemple, la musique classique indienne part du principe que la musique qui est jouée, les musiciens ne sont que des vecteurs, des médiums d'une musique universelle qui est présente quoi qu'il arrive et qu'il s'agit de matérialiser pour le commun des mortels en fait d'une certaine manière. Donc c'est même le comble de la musique naturelle, mais en même temps surnaturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut avoir un maximum de connaissances et une fois qu'on a ce maximum de connaissances, se laisser totalement porter, oublier ces choses-là. C'est aussi un terme de Charlie Parker. Charlie Parker qui dit le jazz et la musique, vous apprenez, et quand vous êtes sur scène, surtout vous oubliez tout. Voilà. C'est pas évident à expliquer à un élève ça. Surtout quand il a passé 10 ans, qu'il a fait tous ses examens et tout ça, c'est pas forcément évident. Donc c'est pour ça que c'est important que l'aspect pratique doit être... C'est que vous auriez écrit la musique t'écoute. Oui. C'est ça. Oui. C'est plus nous, c'est le musicien quand il est pris par la transe, c'est plus lui qui fait de la musique. C'est ça. La musique voilà, qu'il le joue, c'est la musique qu'il écoute, c'est la musique qu'il observe aussi. Hein. Il y a un aspect comme ça, c'est la musique qui t'observe et qui regarde, parce que la musique est très visuelle aussi. Hein. Aussi le dialogue qui peut se passer entre les musiciens est quelque chose aussi qui peut être très visuel de ce point de vue-là. Mais c'est ça, c'est-à-dire que la musique est là. Énormément de philosophie musicale qui part du principe que la musique existe déjà et que le musicien ne fait que la traduire en fait. Est-ce que je pourrais vous demander une faveur de nous donner l'exemple de cela à partir d'une chose très très simple? On connaît tous le premier prélude de Bach. Est-ce que vous pourriez nous jouer le début du premier prélude et puis nous montrer comment est-ce que le premier prélude, c'est plus vous qui le jouez, c'est lui qui se joue? Oh là là. Mais alors lequel de prélude? Il y en a beaucoup de préludes en fait. Mais lequel? Pour violoncelle, pour piano? Ah non, c'est celui que vous venez de chanter, c'est du violoncelle. Alors, je vais avoir oui, mais alors je vais avoir un petit peu de mal à le faire parce que c'est pas du. Non, alors je vais faire un truc moi, j'adore faire cet exercice avec le choral du Veilleur, qui est un des plus beaux chorals de Bach. L'idée, c'est pas tellement tout à fait. C'est oui. qu'on entende cette bascule. C'est moi qui observe, c'est moi qui suis observé. Très bien. Celle-là, on me l'avait jamais faite en fait. Hein. On se connaît bien avec Martin, donc à chaque fois il m'invente un truc nouveau, c'est génial. Je vais essayer de faire ça, mais peut-être juste pour illustrer ça, je vais justement faire ce que je sais mieux faire, ça va improviser. C'est-à-dire que je connais un peu le morceau, mais pas complètement. Donc comment on s'en sort? Oui, tout à fait, mais justement c'est parce que la musique vous écoute. La musique est là de toute façon, on est sur scène, je joue, je dois terminer. On y va.
Magnifique, merci Raphaël Imbert. C'est pas évident parce que ça se décrète pas en fait ce que vous mettez. Donc, sauf qu'en fait on a des trucs. C'est qu'on est, on fait, enfin voilà, on a quand même des trucs pour que quand on nous pose pas chaque fois ce genre de questions, mais quand ça arrive, faut faire croire qu'on le fait comme ça, que ça arrive tout seul. Mais en fait on a des trucs. Là, le truc, c'était quand même... En fait, oui, c'était quoi le truc? Vous l'avez J'ai deviné? l'impression que c'était jouer la partition, et puis à un moment donné, on a senti qu'il y a une bascule. Mais à quoi elle tient cette bascule? La bascule, en fait, c'est que, en fait, c'est très drôle parce que moi, ce que je fais est considéré comme une hérésie par la plupart des musiciens classiques. Sauf qu'en fait, Jean-Sébastien Bach, c'est ce qu'il faisait. Il était improvisateur. Le choral du Veilleur fait partie de ses œuvres pour orgue qui étaient au départ des improvisations. Alors, comme à l'époque, ils n'avaient pas de téléphone portable et de cloud, ils avaient une très bonne mémoire. Donc, en fait, quand ils sortaient d'une improvisation, ils allaient la noter sur le papier. C'est comme ça qu'on a, en fait, paradoxalement, on a toujours ce truc du culte de l'écrit, de la musique et tout. Non, en fait, c'est l'inverse. C'était une grande oralité dont on a gardé quelques bribes grâce au papier. C'est plutôt l'inverse, en fait. Et donc, en improvisant, en faisant des accidents, en créant des accidents, je fais exprès d'oublier la partition pour voir quel chemin ça va me porter. Et je ne peux pas, là, c'est dans ce cas-là que je ne peux pas me permettre de ne pas jouer celui qui est habité par la musique. Sinon, vous allez entendre l'erreur. Et tout le problème est là pour le musicien classique de maintenant qui a oublié d'improviser. Les musiciens classiques ne savent plus improviser. Alors que tous leurs ancêtres étaient des grands improvisateurs. Chopin, Liszt, César Franck étaient des immenses improvisateurs. Eh ben, les interprètes classiques doivent, en respectant totalement l'œuvre écrite, donner l'impression qu'ils sont habités par la musique et que la musique les écoute. Alors là, ça devient quand même très, très, très spécial quand même. Merci. Catherine Meurice, je voudrais revenir à une formule sur laquelle on a glissé tout à l'heure, que je trouve très, très intrigante. Voilà. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Où est-ce qu'elle dit sur votre herbier? Voilà. C'est celle d'après. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là, cette formule. Donc c'est votre herbier et vous, j'imagine, vous dites il contient tout. C'est l'ami. C'est l'ami, c'est ça. Qui me dit, qui me révèle ce que. C'est elle qui parle, c'est ça. Il contient tout le paysage vécu ici. Alors, un herbier, c'est quand même des choses un peu mortes, un peu figées. Et donc je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le paysage vécu, l'herbier est le signe de quelque chose qui est en vous ou en elle et que vous allez devoir faire vivre, ou bien qu'il y a quelque chose de l'essence du paysage dans l'herbier? Ça m'a fait penser à cette formule tant ressassée de Mallarmé. Je dis une fleur, et hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d'autre que les calices sus, musicalement se lève, l'idée même est suave, l'absente de tout bouquet. Où est-ce qu'il est le paysage vécu? C'est l'absent de tout herbier? Il est où? En fait, quand j'ai écrit ce texte dans cette bulle, c'est que j'imagine, enfin, chaque plante, chaque fleur qui a été coupée au fil d'un chemin, ça a été mon chemin véritable au Japon, mais je le retrace ici en fiction, dans la bande dessinée. Chaque fleur correspond à un moment, à une émotion, à un moment de vie. Et c'est ça pour moi le paysage vécu, c'est-à-dire c'est une addition de moments de vie et qui regroupés peuvent être un signe de renaissance. Donc c'était ça l'idée, que chaque fleur représentait un moment. Par ailleurs, au Japon, il y a plusieurs mots pour... le paysage désigne plusieurs choses. Il y a un mot pour désigner le paysage observé, il y a un mot pour désigner le paysage peint. Vraiment, ils ont un vocabulaire beaucoup plus riche en ce qui concerne le paysage. Et donc, je voulais aussi faire convoquer un petit peu la langue japonaise dans ce texte. Mais oui, donc c'est pas du tout un herbier. Pour moi, c'est tout sauf inerte. C'est vraiment l'essence d'une vie, c'est au repos. C'est-à-dire, ça pourrait être un bagage. C'est pas juste une collection de fleurs, c'est parce que c'est pas non plus c'est un acte étrange aussi de couper les fleurs. Je le fais beaucoup moins maintenant parce qu'à chaque fois je pense aux abeilles. Depuis que mon père a fait un bouquin sur les abeilles, j'arrête pas de dire non, faut que j'arrête de faire les bouquets parce que ça peut servir aux abeilles, donc j'ai arrêté de faire des herbiers.
Mais il y a quand même l'idée que on peut sauvegarder, c'est sans doute une illusion, mais l'illusion qu'on peut sauvegarder quelque chose, qu'on a en soi, voilà, un petit kit de survie. Sauver le paysage. Alors peut-être on peut terminer, avant que de vous laisser poser quelques questions, terminer par... on les a mises de côté. Oh, ça c'est magnifique. Oui, mais alors c'est un peu Fragonard quand même. Citation. Moi aussi j'ai mes trucs. Citation. Moi aussi j'ai mes trucs. Non, c'est une sanguine de Fragonard que j'ai redessinée. Mais quand vous dites ça, vous dites oui, facile, donc c'est ça que vous voulez dire. Fragonard. Oui. Oh bah oui, je m'excuse presque Ça. d'avoir regardé Fragonard. Non, mais bien sûr, mais on ne fait que regarder les autres. Quand on dessine, on se nourrit des autres. Et j'aime beaucoup faire des citations dans mes bouquins parce que ça rejoint souvent le propos. Bon, ouais. Je m'entoure souvent beaucoup des écrits des autres, ça m'aide à avancer. Et là, voilà, on voit mon petit personnage enfant qui s'adosse à ce tronc. On ne sait pas trop si ce tronc est mort ou vivant. Moi, j'estime qu'il est vivant. Il y a des herbes un peu vertes, là, des feuillages un peu verts. Mais oui, c'est une petite réinterprétation d'une sanguine de Fragonard. Ouais. Et puis, alors, on l'avait mise, il y avait ça. Et oui, là, les abeilles, vous disiez, pourquoi plus les abeilles ? Vous ne vouliez pas parler des abeilles. Ah si, non, pourquoi plus les abeilles ? Si, les abeilles. Enfin, plus les abeilles. Plus les abeilles. Non, je ne fais plus de bouquets parce que je veux laisser les fleurs pour les aux abeilles. D'accord. Voilà. Eh bien, on va conclure. Non, plus d'abeilles, ça c'est les néonicotinoïdes qui tuent les abeilles. C'est un autre sujet, mais il faudrait toute une autre soirée. Là, on a l'impression que la ruche est une sorte presque de source d'énergie qui est en train de produire de la vie et de produire de la chaleur et de la lumière, quasiment. Oui, c'est ça. En fait, c'est la couverture donc, de ce livre que mon père, qui est apiculteur passionné, enfin, c'est pas son métier, il élève des abeilles depuis qu'il est adolescent, il a 75 ans aujourd'hui. Donc, le titre de son livre, c'est L'esprit de la ruche, la vie secrète des abeilles. Et l'esprit de la ruche, c'est ça, c'est-à-dire qu'on observe, quand on étudie les abeilles, on observe il y a un sens de l'organisation, il y a quelque chose qui... Voilà, les abeilles, une abeille toute seule ne sert pas à grand-chose, mais une colonie d'abeilles, c'est prodigieusement intelligent. Et cette colonie est vraiment vit, se meut. Enfin, il y a un esprit de la ruche que les plus grands scientifiques n'ont jamais vraiment percé ce mystère. Donc c'est assez génial. L'abeille est l'insecte le plus étudié au monde. Et voilà, donc cette image, c'est deux ruches sous un ciel d'orage. Alors souvent, quand il y a l'orage, les abeilles sont assez excitées. Et donc on peut imaginer voilà, l'énergie, le travail des abeilles qui nous fait vivre. Sans abeilles, on meurt. Et cet esprit, cette espèce de mystère. Voilà. Est-ce que ce mystère a une expression musicale ou pas ?
Merci. Merci Catherine Meurice, merci Raphaël beaucoup. Imbert pour cette magnifique Merci conversation sur le voir et entendre la Terre. On va peut-être éclairer dans la salle. On a 10 minutes, un quart d'heure pour que nos intervenants répondent éventuellement en musique ou en parole à vos questions, à vos remarques, à vos interrogations. Oui. Le micro va arriver. Bonjour et puis merci. J'aurais aimé savoir si pour arriver à un résultat d'encre qui donne un effet de douceur et de naturel, il y a eu beaucoup de travail de crayon et de composition avant. Alors, de quel dessin voulez-vous parler? En général, les grands plans. Alors, peut-être que le petit secret, comment dire, ce qui donne cet aspect un peu ouaté, c'est le papier que j'utilise, qui est... Je peux vous donner des références, vous êtes peut-être dessinatrice. Alors, c'est le papier Fabriano Artistico, c'est comme le papier Arche, satiné. Et c'est pas un buvard, mais presque, en fait, donc il y a quelque chose voilà, qui est extrêmement sensuel. Mais sinon, j'utilise des encres de couleur et de la gouache, plus que de l'aquarelle. Et est-ce qu'il y a beaucoup de travail avant? Tout dépend vraiment de la composition, du dessin, du sujet. Tout dépend si c'est une illustration, ou une couverture ou une planche de bande dessinée. À chaque fois, ce sont des questionnements très différents. Mais quand ce sont des grandes illustrations comme celle-ci, qui n'est pas si grande en réalité, je vais privilégier ce papier, mettre beaucoup d'eau, et comme je le disais tout à l'heure, l'eau va venir décider en même temps que moi, en fait. On va être deux à prendre les décisions. Voilà, c'est un travail collectif. Une autre question, une autre remarque? Oui. Et puis on verra à vous. Allez. Bonsoir et merci. Moi, je suis ravie de vous rencontrer, Catherine Meurice, car vous écrivez dans Les Grands Espaces que la campagne est une ludothèque qui s'ignore. Et je suis ludothécaire, donc ça m'a beaucoup touchée. Et je me tourne vers vous, Raphaël. C'est pour vous une campagne qui est une ludothèque, ça ferait quel bruit, quel son? Une ludothèque, une campagne. Je ne sais pas si j'ai envie Mais d'entendre votre voix. Peut-être que Catherine va Ouais, donner je sais. et puis Je vais réfléchir comme ça, ouais, très bien. Quelle est cette idée Alors, c'est dans Les Grands Espaces, si je me souviens bien. Je me souviens presque plus de ce que j'ai écrit. Non, c'est que mon enfant, je vais me balader je sors du jardin, je franchis la haie et je sors dans le grand monde. Et le grand monde, c'est le village où j'ai grandi, où il y a plein d'activités. Alors, évidemment, il y a un couscous géant ou l'omelette géante, il y a le lancer de charentaise, il y a les contes Poitevin, les rallyes, etc. Il y a des quads, il y a du paintball, il y a des trucs pas possibles, et c'est de pire en pire. Je ne parle même pas de la chasse, mais et je dis avec avec un peu une ironie teintée de tendresse. Je ne sais pas si c'est possible, mais c'est que j'essaie de rassembler le plus de monde possible en disant ça. Qu'en effet, c'est une ludothèque qui s'ignore. On pense souvent que tout le monde s'ennuie à la campagne, mais bon, il y a énormément de choses à faire. Mais non, je veux dire qu'il y a une petite ironie, parce que pour moi, la ludothèque, elle est plutôt dans les forêts, dans les prés, quand l'homme est peu présent. Mais cela dit, c'est vrai que tout votre travail, c'est pas le spectacle naturel uniquement qui est beau. On a l'impression qu'il est plein des regards des peintres, des regards des écrivains, des regards. Donc la nature n'est jamais quelque chose de vierge et de sauvage. Elle est déjà habitée par tous les regards qui ont été posés sur elle. Oui, c'est une nature. D'ailleurs, est-ce que c'est une nature? C'est la campagne. Dans Les Grands Espaces, je parle de la campagne plus que de la nature. Dans La Jeune Femme et la Mer, j'ai essayé de parler plus de nature. La campagne s'éloigne un peu, même si ça se passe dans des paysages ruraux du Japon qui existent. Mais en effet, c'est cette campagne que j'ai connue qui est historicisée, qui est où
l'empreinte de l'homme est partout, le remembrement, les monocultures, les champs immenses, les chemins qui s'élargissent parce que les tracteurs grossissent, etc. etc. C'est les lignes de tension. Mais c'est pas uniquement les empreintes réelles, c'est aussi toutes les empreintes imaginaires qu'on laissé. Oui, en effet. Oui, c'est vrai que je convoque souvent les peintres comme si j'avais un besoin de nature. Enfin, j'ai une nature au carré, quoi. Je connais la nature, voilà, du jardin où j'ai grandi, des prés que j'aime et des forêts que j'aime. Et j'ai besoin de voir encore plus cette nature, peut-être parce que justement, elle est de plus en plus rare, cette vraie entre guillemets nature, cette nature sauvage. Et je vais la chercher chez les peintres qui représentent souvent une nature pas du tout sauvage. Hein. Mais c'est pour étoffer, peut-être s'armer quoi, tout simplement, essayer d'être plus solide pour affronter le réel qui est vraiment pas marrant, quoi. Alors ? Merci beaucoup. C'est vraiment une super source d'inspiration parce que c'est exactement comme ça que j'ai appris la musique en fait, hein, vraiment dans la forêt, dans une ludothèque géante, quoi, vraiment. En priant. Aussi, tout à fait. Il y avait une dernière question, je voudrais pas qu'on la laisse. Ah voilà, oui monsieur. Oui, moi, ce qui m'a beaucoup touché dans vos dessins, c'est l'ambiance qui se dégage. On a une nature dans laquelle on a envie d'aller se perdre. Alors, juste, est-ce que la rêverie est une source un guide pour vous, autant que l'observation? Ah oui, c'est presque le synonyme du métier de dessinateur. Oui, vraiment, la rêverie est extrêmement importante. Bien sûr, l'observation, l'expérience, mais la rêverie, oui. La rêverie seule, voilà, il m'arrive d'avoir pas mal d'idées de dessins ou de bandes dessinées, enfin de scénarios en me baladant seul, plus dans la campagne que dans la ville, parce qu'on est très sollicité en ville. Oui, j'ai besoin de rêvasser. Je milite pour la rêverie, oui, très 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 utile. Oui. Eh bien, merci à vous deux. Merci. Catherine Meurice, Raphaël Imbert, c'était une très belle beaucoup. conversation. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Et je vous resignale qu'il y a donc une urne à la sortie de ce théâtre où vous pouvez poser vos questions, vos réflexions qui feront l'objet d'un traitement sur la séance de clôture de ce festival. Merci Raphaël, merci Catherine. Bonne soirée à vous et à demain.